Dans cette dernière vidéo consacrée au TMS et aux troubles du dos, on va parler un tout petit peu d'arthrologie et puis on va voir quelques exemples de troubles. Alors, concernant l'arthrologie, nous on s'occupe simplement, bien entendu, d'articulations mobiles. Ce sont des articulations qu'on appelle des diarthroses. Donc voici un schéma d'une diarthrose. Donc on a des os qui sont reliés les uns aux autres grâce à des ligaments. On retrouve ici donc les muscles qui vont faire bouger les segments corporels avec une liaison aux os avec les tendons dont on a déjà parlé la dernière fois. On retrouve donc du cartilage qui vont permettre aux os de bien glisser les uns sur les autres puisque le cartilage est particulièrement lisse. Et puis bien entendu un liquide qui va permettre, qui va être un lubrifiant, le liquide qu'on appelle le liquide synovial, qui est synthétisé par une fine membrane que l'on retrouve tapissant l'intérieur de l'articulation. Cette fine membrane, en fait, on l'appelle la membrane synoviale. Et l'ensemble de l'articulation, elle va être renforcée par une capsule qui va vraiment permettre de relier l'ensemble des segments de l'articulation pour en faire un tout. Et il y a certains éléments que l'on trouve au niveau de ces articulations qui vont être positionnés dans certains lieux stratégiques pour limiter les frottements entre tendons ou entre corps charnus et puis os ou autres tendons. C'est ce qu'on appelle des bourses séreuses. Alors, selon la forme, on va avoir 3 degrés de liberté, c'est-à-dire 3 mouvements possibles, par exemple avec des articulations où on a des os qui ont des formes sphériques, par exemple au niveau de l'épaule. Des articulations où au contraire on va avoir que 2 degrés de liberté, ici c'est pas une sphère mais plutôt un ballon de rugby. Et puis des articulations, on va avoir par exemple qu'un seul degré de liberté. Ici par exemple au niveau du coude, on a une poulie de ce type-là, et donc on n'a plus qu'un seul axe de liberté. Ce qui fait que sur ce petit bonhomme, on peut représenter pour chaque articulation les degrés de liberté, épaule 3 degrés de liberté, le coude 1 degré de liberté, au niveau du poignet 2 degrés de liberté, et puis on a un autre degré de liberté qui apparaît en faisant bouger à la fois le coude et le poignet. Donc tout cela nous amène à décrire des mouvements au niveau de notre corps. Donc je vous laisse regarder la dénomination des mouvements ici sur cette représentation. Ce sont des noms que vous devez connaître, hein, que vous avez sans doute vu par ailleurs en ergonomie, mais ce sont vraiment des noms à connaître: pronation, supination, abduction, adduction, flexion, extension, etc. De la même manière pour la main, vous avez un certain nombre de noms à connaître. Je vous laisse les regarder ici. Alors bien sûr, chacune des articulations, on l'avait vu déjà lors de la deuxième vidéo, chacune de ces articulations a des limites, et donc il y a des zones à éviter pendant le travail. Alors quand on dit zones à éviter, ce sont bien entendu des zones dans lesquelles on peut aller, mais rarement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas avoir un mouvement répétitif au niveau d'une chaîne, par exemple, où notre opérateur irait régulièrement dans cette zone-ci. De la même manière, on a certains mouvements à éviter parce que ça va engendrer certaines hypersollicitations des tissus. Là, on va prendre des exemples. On va parler du coude et du poignet. Alors, on va commencer par le coude. Au niveau du coude, donc là, je prends quoi? Je prends le tableau de maladies professionnelles, le tableau numéro 57. Donc, on en avait parlé sur la première vidéo. Donc pour ce qui est du coude, on voit un certain nombre de maladies précisées ici. L'épicondylite, on va revenir dessus, et l'épitrocléite aussi. Donc le HIT, je vous rappelle, je vous avais dit, c'était des problématiques d'inflammation. Des hygromas, alors c'est pas pygroma, c'est pas un P, c'est un H normalement. Donc des hygromas. Hygromas, en fait, ici on va avoir des inflammations on a nommé tout à l'heure des bourses séreuses, inflammation des bourses séreuses. Et puis ici, un syndrome, syndrome de la gouttière, de la zone du coude, où on va avoir une compression d'un nerf. On ne va pas parler de ça, nous on va parler de l'épicondylite et de l'épitrocléite. Pour ce qui est de maladie de type compression d'un nerf, on verra ça sur le canal carpien. Donc ici, l'anatomie du coude, on voit que au niveau de notre humérus, on a effectivement une zone qui ressemble vraiment à une poulie. Et donc forcément, ça va nous donner un seul degré de liberté en termes de mouvement au niveau de notre coude. Flexion, extension, bras avant bras. On s'aperçoit au niveau
de cet humérus, on a deux zones. On a notre poulie qu'on appelle la trochlée, et la zone qui se trouve juste à côté de la trochlée, c'est ce qu'on appelle l'épitrochlée, cette zone-ci. Or, cette épitrochlée, eh bien, c'est à cet endroit que vont s'insérer les muscles fléchisseurs des doigts et de la main. De l'autre côté, on a ici une zone qu'on appelle le condyle, une zone à côté qu'on appelle l'épicondyle, et sur cet épicondyle, on a l'insertion des extenseurs des doigts et de la main. Alors, quel rapport avec nos maladies? Eh bien voilà, ici représentés les muscles extenseurs des doigts et de la main. Donc quand on a des mouvements répétitifs, soit du poignet, soit des doigts, eh bien on va avoir ce muscle-là qui va être très sollicité. Et notamment son insertion au niveau de l'épicondyle. Et donc on peut avoir une inflammation qui va avoir lieu suite à une hypersollicitation de ces muscles-là, selon le processus inflammatoire qu'on avait décrit la dernière fois. Et donc on va avoir une épicondylite. Donc épicondylite. Donc c'est un trouble musculo-squelettique. De l'autre côté, au niveau de l'épitrochlée, on a dit l'insertion d'un autre muscle, les muscles fléchisseurs des doigts et de la main, donc avec certains types de mouvements répétés régulièrement euh, dans la journée et régulièrement sur un certain temps, eh bien on va avoir aussi une inflammation potentielle de notre épitrochlée, donc on va avoir une maladie qu'on appelle l'épitrochléite, qui est aussi un trouble musculo-squelettique avec, on voit bien ici, des réactions inflammatoires. Alors passons maintenant au poignet. Je reprends le tableau 57 et ici je trouve deux syndromes de compression, syndrome du canal carpien et syndrome de la loge de Guyon, qui sont des syndromes de compression, c'est-à-dire qu'on va avoir une inflammation et un nerf qui va être compressé. Donc ici vous avez une représentation de la main et vous voyez qu'ici pour chaque doigt on a des tendons. Ces tendons en fait vont passer ici dans cette zone-là qu'on appelle le canal carpien. Il y a une gouttière en fait dans laquelle vont passer ces tendons. Donc on retrouve sur ce dessin ici les tendons qui apparaissent là et on retrouve là notre canal carpien. Or dans cette zone-là passe aussi le nerf qu'on appelle le nerf médian qui innerve on avait dit déjà sur une des vidéos, les 3 à 4 premiers doigts de la main. Donc je vais avoir une compression. Pourquoi j'ai une compression? Parce que j'ai une inflammation de cette zone du fait de mouvements répétés des doigts et donc de glissement en fait de ces tendons dans cette loge du canal carpien. Donc glissement, ça veut dire qu'on va avoir une inflammation à terme qui va se réaliser. Donc une compression du nerf. Et compression du nerf, on a dit que les vaisseaux sanguins qui se trouvent dans les nerfs, chaque nerf possède ses propres vaisseaux sanguins, et bien ces vaisseaux sanguins vont être comprimés et vont empêcher nos cellules d'être bien irriguées. Donc on va avoir une ischémie, hein, c'est ce qu'on avait expliqué à la vidéo précédente. On va avoir une ischémie et cette ischémie eh bien, va aboutir en fait à des problématiques de nécrose de tissu, avec des douleurs extrêmement vives liées à cette compression du nerf, ça peut vraiment être extrêmement handicapant, par exemple être dans l'incapacité tout simplement de fermer un volet roulant. Donc ici vous avez une coupe de la main qui est représentée. Alors en rouge, c'est la zone du canal carpien dans laquelle on va trouver le nerf médian en noir, et puis toute une série de tendons qui sont représentés en gris, qui sont les tendons des doigts de la main, des fléchisseurs des doigts de la main. En avant, le canal carpien est refermé par un ligament qu'on appelle le ligament annulaire antérieur. Et quand on a soit une compression, un appui hein, sur cette zone-là, ou soit des mouvements répétés des fléchisseurs, eh bien on va avoir une inflammation de cette zone et une compression du nerf médian. À côté, on a une autre petite loge qu'on appelle la loge de Guyon, dans laquelle passe le nerf cubital. Donc là, de la même manière, si on a une compression de cette zone, hein, un appui répété de cette zone, on peut avoir une inflammation de cette zone et donc un trouble musculo-squelettique qu'on appelle le syndrome de la loge de Guyon. Ici, on comprend en regardant les zones innervées par les nerfs cubitales et nerfs médians. Donc nerf cubital ici
et nerf médian, celui-ci, hein, il n'est pas marqué là, mais on voit bien que le nerf médian, c'est les 3 à 4 premiers doigts de la main, donc on va ressentir des douleurs au niveau de ces doigts-là, alors que le nerf cubital, pour la partie loge de Guyon, ça sera les 2 derniers doigts de la main. Enfin, nous allons parler des troubles du dos. Alors, je vais commencer par un petit peu d'anatomie, puis après on va comprendre un petit peu cette problématique inflammatoire au niveau du dos. Donc, voici une colonne vertébrale avec les courbures de colonne vertébrale qu'on appelle alors des lordoses quand c'est dans ce sens-ci, là, comme ça. Donc, on a une lordose cervicale et on a une lordose lombaire. Et puis on a deux kyphoses quand c'est dans ce sens-ci. On a la kyphose sacrale et la kyphose dorsale. Donc trois types de vertèbres. Les vertèbres donc tout en haut cervicales. On en a 7, la première on l'appelle C1, la dernière C7. Les dorsales, donc on appelle D1 la première, D12 la dernière, et les lombaires, L1 la première, L5 la dernière. Et puis enfin, on a ici les vertèbres sacrées. Voici l'anatomie de nos vertèbres. Vous constatez qu'entre nos vertèbres, on a des disques qu'on appelle des disques intervertébraux. Et là, on va voir ces disques qui vont être très très importants pour comprendre les troubles dorsaux-lombaires. Et vous constatez donc que l'arrière du dos, c'est ici, et le ventre est de ce côté-là. Donc, vous constatez que là, on a des zones avec un trou. Avec un trou, et bien c'est de là que sortiront les nerfs. D'accord? Donc, on regarde ça en dessous. Donc, on retrouve notre trou ici, d'où sortiront les nerfs. Et on retrouve nos disques intervertébraux et bien entendu nos vertèbres qui se trouvent, que j'ai laissé en blanc. Alors, on retrouve ça ici. Donc, le dos se trouve ici, le ventre ici. On retrouve le trou dont je parlais tout à l'heure, entouré de pointillés en rouge, c'est ce qu'on appelle le foramen. Sortant de ce trou, on a des nerfs. Et puis à l'intérieur même des vertèbres, on voit qu'on a un canal médulaire dans lequel va se trouver la moelle épinière. Et puis en bleu est représenté le disque intervertébral, donc coincé entre une vertèbre supérieure et une vertèbre inférieure. À l'arrière, côté dos, on va avoir ce qu'on appelle des processus épineux qui vont être reliés par des ligaments. Donc on retrouve cette représentation ici, donc le foramen qui est représenté là, avec donc une racine nerveuse qui sort de ce côté-ci, on retrouve de l'autre côté l'autre racine nerveuse, et ce qui est appelé cordon médulaire, en fait c'est notre moelle épinière qui apparaît ici. On retrouve à l'avant le disque intervertébral constitué d'un noyau très hydraté, et donc le nucléus, et puis d'un anneau fibreux qui l'entoure, qui l'encadre. Lorsqu'on a des hypersollicitations du dos, lorsqu'on a des sollicitations trop fortes du dos, eh bien on va avoir ce disque qui va pouvoir, par exemple, s'effondrer avec une déchirure, par exemple, au niveau des fibres, et puis pourquoi pas une hernie qui se forme ici et qui va comprimer le nerf et qui va entraîner donc des douleurs extrêmement importantes dans les régions qui sont innervées par ce nerf. Je vous rappelle qu'en fait, en termes de sollicitation, la posture est extrêmement importante. On avait bien vu que 25 kg pouvait représenter soit 75 kg de pression, soit 375 kg en fonction de la posture. Alors cette présentation, pour vous montrer un petit peu la différente forme du disque, voilà le disque normal, un disque détérioré beaucoup plus fin, un bombement du disque ici où la racine du nerf va être comprimée, donc ça va occasionner des fortes douleurs, une hernie discale, donc vous voyez là on a vraiment une véritable hernie qui apparaît, et puis, on a aussi d'autres problématiques potentielles au niveau du dos qui sont des problématiques d'arthrose. Et donc, comme pour les autres articulations, on a des zones de confort et des zones à éviter, au niveau desquelles on peut aller bien entendu de temps à autre, mais il ne faut pas que ce soit des mouvements réguliers. Alors, en conclusion de ce cours sur les troubles d'hypersollicitation,
Je vous rappelle ce tableau avec des facteurs professionnels, extra-professionnels, des facteurs directs, des facteurs indirects, et puis une notion de susceptibilité individuelle. Alors, quelle démarche de prévention? Ben, commencer par bien connaître le risque, bien comprendre ce que sont ces maladies d'hypersollicitation, bien comprendre leur caractère multifactoriel. Alors, pour évaluer, eh bien, on est sur quelque chose d'assez complexe, puisque c'est multicausal, donc forcément pluridisciplinaire. Faire appel forcément aux médecins, aux psychologues, aux ergonomes, aux RH, et bien entendu aux préventeurs. Et puis pour ce qui est de la maîtrise, on voit que qu'on est sur une voie intéressante puisque la courbe de TMS a tendance à s'aplatir. On ne descend pas encore, mais ça, voilà, il faut continuer le travail. Et puis n'oublions pas que le travail en entreprise, c'est véritablement du sport, donc ne négligeons pas toutes ces pistes en fait qui sont de reprendre ce qui se fait en sport, qui limite les risques de tendinite, notamment l'échauffement, aussi toutes les problématiques de nutrition, de sommeil et autres. À très bientôt.